membres du gouvernement et des représentants des autorités régionales et fédérales. Nous nous rencontrons à une époque difficile au moment où nos forces armées mènent une opération spéciale en Ukraine et dans le Donbass. Je vous rappelle que dès le début, le matin du 24 février, nous avions annoncé officiellement, publiquement, les objectifs de la Russie dans cette mission. C'est aider le peuple du Donbass qui, pendant 8 ans, a été l'objet de blocades, de blocus, de bombardements, d'attentats, et ce qui a provoqué un véritable génocide. Simplement pour le fait qu'ils voulaient que leurs droits élémentaires soient respectés, parler dans la langue de leurs ancêtres, élever leurs enfants tels qu'ils le voulaient. Et les autorités de Kiev non seulement ignoraient et sabotaient la mise en œuvre des accords de Minsk pour régler cette question, mais l'année dernière, publiquement, ils ont même refusé de les mettre en œuvre. Et ils ont activé les démarches d'intégration de l'OTAN avec même la volonté de restaurer une puissance nucléaire. Et cela est une véritable menace à court et à moyen terme pour l'international, parce que si l'Ukraine avait effectivement une arme de destruction massive, elle aurait pu viser la Russie. En Ukraine, il y avait aussi un réseau de laboratoires chimiques qui mettaient en œuvre des programmes d'expérience et de recherche scientifique sur le choléra, la fièvre porcine, le coronavirus, et le secret de ces laboratoires cherche aujourd'hui à être caché, mais nous avons des renseignements très précis sur le fait qu'à proximité immédiate des frontières de la Fédération de Russie, des armes pouvaient être mises au point, et malgré nos avertissements réguliers sur la menace que cela présentait directement pour la police, l'Ukraine et ses protecteurs ont caché cela de façon tout à fait cynique. Ils ont ignoré nos avertissements. Donc, toutes les voies diplomatiques ont été épuisées et nous n'avions plus d'autre solution pour régler cette situation de façon pacifique. Et ce n'est pas notre faute, mais nous avons été donc contraints d'entreprendre cette opération spéciale. Et nos troupes ont été envoyées près de Kiev et dans d'autres territoires de l'Ukraine, non pas pour l'envahir, mais dans des objectifs qui ont été clairement énoncés le 24 février. En ce qui concerne la tactique des opérations militaires, et telle qu'elle est présentée par notre état-major et le ministère de la Défense, tous les objectifs sont parfaitement justifiés. Nos soldats, nos officiers font preuve d'héroïsme, ils font tout ce qui est possible pour éviter des pertes dans la population civile des villes ukrainiennes. Et je tiens à dire aussi, pour la première fois, dès le début de cette opération dans le Donbass, les autorités de Kiev, pour éviter une effusion de sang, ont reçu une proposition de retirer leurs troupes. Ils n'ont pas voulu le faire. Donc, c'est leur choix. Quand on prend conscience de ce qui se passe en réalité sur le terrain, on voit que cela est inévitable. Conformément au plan d'opération fixé au préalable, tout se déroule et je dis que l'Ukraine, encouragée par les États-Unis et d'autres pays occidentaux, se préparait à un scénario armé. Elle préparait une épuration massive dans le Donbass et ce n'était qu'une question de temps. Et notre armée a cassé ce plan. Kiev se préparait non seulement à la guerre,
mais concrètement contre le Donbass. Et cette guerre était menée. Il veut faire des actes de sabotage et de diversion en Crimée. Et les bombardements des localités dans le Donbass se poursuivaient et on sait que presque 14 000 personnes sont mortes pendant ces bombardements en 8 ans, y compris des enfants. Et vous savez qu'un tir de missile a été effectué contre Donetsk le 14 mars et qui a entraîné la mort de plus de 20 personnes. Ces bombardements se poursuivent tous ces derniers jours, indifféremment sur toutes les localités, les villages. Ils agissent comme les nazis qui agissaient dans les dernières semaines du Troisième Reich en attirant le maximum de personnes dans la mort. Donc ce sont non seulement des déclarations mensongères qui sont faites par l'Ukraine qui accuse la Russie d'être responsable du drame du Donbass, mais la presse américaine, la presse européenne a quasiment ignoré ce qui s'est passé à Donetsk. Et c'est avec la même hypocrisie que pendant ces 8 dernières années, ils ont procédé dans le Donbass en bombardant les personnes âgées, les jeunes. Et tout cela est absolument inhumain. Et cette persécution contre la population du Donbass ne pouvait plus être supportée. La Russie a reconnu l'indépendance de ces 2 républiques du Donbass et a signé avec elles un traité d'amitié et d'assistance. Et ces pays, ces nouvelles républiques ont demandé une aide militaire que nous avons apportée immédiatement et nous n'avions pas le droit d'agir autrement. Ce que je tiens à souligner ici, j'attire votre attention là-dessus, c'est que si nos troupes avaient opéré uniquement sur le territoire de Donbass, cette solution n'aurait pas été définitive. Cela n'aurait pas éliminé la menace qui se présente pour la Russie. Mais au contraire, je pense que le long de la frontière du Donbass, les bombardements auraient continué. C'est-à-dire que le conflit armé n'aurait fait que se prolonger dans cette hystérie du régime de Kiev. Et je pense que les autorités de Kiev auraient été encore plus agressives. Donc, nous aurions été mis devant le fait accompli que les forces offensive de l'OTAN aurait été juste aux frontières de la Russie. Et pour assurer la sécurité de notre pays, en plus de l'opération spéciale et de tous les objectifs qui ont été fixés, nous assurons la sécurité de la Russie et de notre peuple. Et nous n'admettrons jamais que l'Ukraine puisse servir de base de lancement d'agression contre la Russie. Et c'est essentiel pour la Russie, pour notre avenir, que le statut de neutralité, la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine, et qui sont aujourd'hui au cœur des négociations de paix, se poursuivent. Donc, cette opération se poursuit actuellement et nous cherchons toute possibilité pour préserver la vie des gens. Mais, de nouveau, nous sommes convaincus que le régime de Kiev et ses patrons occidentaux qui ont incité cette campagne anti-russe, en réalité, pour eux, le sort de la population ukrainienne leur est absolument indifférent. Les néo-nazis et leurs groupes criminels provoquent aujourd'hui une catastrophe humanitaire et pour nous, il est évident que les patrons occidentaux incitent les autorités de Kiev à poursuivre cette effusion de sang en livrant de nouveau des armes et en apportant aussi une autre aide, en envoyant des mercenaires, des conseillers militaires. Et en plus, il y a aussi tous les instruments de sanctions économiques, industrielles, financières qui sont adressés contre la Russie. Et aujourd'hui, ils provoquent une perte d'emploi, une hausse des prix chez eux-mêmes. Donc, il ne faut pas accuser les autres et rejeter la faute ici sur la Russie.
On essaye actuellement de vous convaincre que toutes vos difficultés sont le résultat des actions de la Russie. Ce qu'on vous prend votre argent pour lutter, pour mener cette guerre. C'est faux, parce que les problèmes auxquels sont confrontés des millions de personnes dans les pays occidentaux, ce n'est que le résultat des erreurs, de la myopie des dirigeants occidentaux qui ne respectent pas la vie de leur peuple. Ils sont préoccupés par leur propre réussite. Et les données des organisations internationales montrent que les problèmes sociaux, même dans les pays occidentaux majeurs, ne font que s'aggraver. Il y a un écart un fossé entre les riches et les pauvres, entre les races. La société occidentale s'écroule actuellement. Encore une fois, je le répète, aujourd'hui, le monde souffre des ambitions occidentales, des volontés occidentales de maintenir leur mainmise sur le monde. La mise en place de sanctions, c'est encore une fois une démarche irresponsable à court terme des banques centrales occidentales et en particulier américaines. C'est elles qui sont responsables des inflations, l'augmentation de la précarité, de la pauvreté, des nouveaux flux de migrants. Et une question se pose alors, qui va répondre aujourd'hui pour toutes les morts dans les pays les plus pauvres qui souffrent de faim, de famine? Encore une fois, c'est un coup porté à l'ensemble des échanges économiques et commerciaux dans le monde. Et l'usage du dollar comme monnaie de réserve et le blocage des actifs met en doute justement la valeur de tous ces actifs. Et les États-Unis, les pays occidentaux sont en situation de défaut de paiement vis-à-vis de la Russie. Et ces actifs peuvent être volés tout simplement. Et un certain nombre de personnes ici, et je suis convaincu que c'est ce qui va se passer, les gens vont changer leur valeur sur titre, sur papier, en biens réels, que ce soit de la terre, de l'immobilier, de l'or, etc. Pour combler les déficits sur ce marché. J'ajouterais aussi que l'arrestation, la saisie des actifs russes à l'étranger, c'est une leçon pour les entreprises nationales, qu'il n'y a rien de plus sûr que d'investir dans son propre pays. Je l'ai dit à de nombreuses reprises, nous apprécions la position des entreprises occidentales étrangères qui, malgré les pressions éhontées sur elles, continuent à travailler en Russie. Elles bénéficieront d'opportunités supplémentaires. Et nous savons aussi ceux qui, au contraire, sont partis et ont abandonné leurs salariés et se sont dépêchés de récupérer leurs dividendes dans cette campagne anti-russe. Contrairement aux pays occidentaux, nous allons respecter le droit de propriété. Il faut bien comprendre ici que le nouveau paquet de sanctions dirigé contre nous, de toute façon, aurait été prononcé. Notre opération militaire spéciale n'est qu'un prétexte pour ces dirigeants occidentaux. Évidemment, aujourd'hui, c'est concentré autour de cela, mais vous savez que le référendum qui s'était produit d'ailleurs justement jour pour jour, il y a 8 ans en Crimée, et au moment où les habitants de Crimée et de Sébastopol avaient fait leur choix historique. Donc je le répète encore une fois, ici, il ne s'agit que de prétexte dans cette politique de contention, cette politique qui cherche à bloquer la Russie. C'est une stratégie à long terme bien réfléchie. Les dirigeants occidentaux ne le cachent même plus. Ce n'est pas que leurs sanctions soient dirigées contre certaines personnes, certains responsables de notre pays, mais c'est l'ensemble du pays qui est visé pour que chaque citoyen russe en souffre. Et donc ces mesures sont dirigées pour
détériorer la vie des habitants de Russie. Donc c'est une guerre politique, technologique et économique. C'est une guerre totale. Et je le répète encore, le beau monde occidental n'est même pas gêné de le dire ouvertement. Donc ici, le politiquement correct est mis de côté. On parle de propriété, de droit. Tout cela a été piétiné en quelques heures. Regardez ce qui s'est passé aussi avec les sportifs paralympiques qui ont été brimés. Aujourd'hui, on refuse d'apporter une aide médicale, on prive les gens de travail, on supprime des programmes, la culture russe, la musique russe. Et toutes les masques de décence ont été arrachées des visages occidentaux ici. Donc, ça rappelle directement les pogroms antisémites organisés par les nazis au XXe siècle. Et la politique des pays qui s'étaient alliés à l'Allemagne. Contre la Russie, on a donc une attaque massive aussi sur le plan de la cybersécurité et on voit ici les réseaux sociaux, les médias occidentaux dont on voit que la neutralité n'est qu'un mythe. On censure, on publie des fake news. Donc tout cela, c'est du mensonge. Et même un réseau social américain, même ouvertement autorisé la publication de textes incitant à la haine anti-russe. Donc on voit les ressources dont dispose cet empire du mensonge. La Russie va défendre sa position partout. Notre position, elle est claire, elle est transparente. Et de plus en plus de gens écoutent la position de la Russie. Je vous le dis franchement. Après ces déclarations hypocrites faites par l'Occident dit collectif, il y aura une réponse. Ils ne veulent pas qu'une Russie souveraine, forte, puisse vivre, qui suive sa propre politique, qui défende ses intérêts nationaux. Nous nous souvenons très bien comment ils avaient soutenu le séparatisme dans le Caucase du Nord. Comme ils l'ont fait au début des années 2000, une nouvelle fois, ils le montrent. Ils veulent encore une fois user de la même stratégie. Nous transformer en pays faible, attenter à notre intégrité territoriale. À l'époque, ils n'avaient pas réussi. Et ils ne réussiront pas maintenant. Bien entendu, ils vont faire le maximum pour miser sur leur cinquième colonne, sur les traîtres nationaux. C'est ceux qui gagnent de l'argent ici, chez nous, mais qui vivent là-bas. Je ne dis pas qu'ils vivent là-bas au sens géographique, mais dans leur pensée mise en esclavage. Je ne juge pas ceux qui ont des villas à Miami ou sur la Riviera française qui ne peuvent pas se passer de foie gras ou de liberté de genre. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que beaucoup de ceux, parmi eux, qui, dans leur mentalité, sont là-bas et pas ici. Ils ne sont pas avec notre peuple, ils ne sont pas avec la Russie. Et selon eux, c'est là leur, selon eux, appartenance à une race supérieure. Ils sont prêts à vendre leur patrie pour appartenir à cette caste élevée. Il veut être semblable à eux, limité. Mais soit ils ne comprennent pas, soit ils oublient que cette caste supérieure n'a pas besoin d'eux. Ils ne sont que du consommable pour eux, pour porter atteinte à notre peuple. L'Occident collectif cherche à diviser notre société, à jouer sur les pertes militaires, sur les conséquences des sanctions économiques, à provoquer des conflits sociaux.
pour parvenir à leur but. Donc c'est une destruction de la Russie qu'ils ont entreprise. Mais tout peuple, et surtout le peuple russe, sera toujours distingué des les véritables patriotes des traîtres. Je suis convaincu que cet assainissement de la société ne pourra que renforcer notre pays. Notre solidarité, notre cohésion permettront de répondre à tout défi. Encore une fois, l'Occident collectif cherche à satisfaire uniquement ses intérêts. Il est prêt à tout acheter, à tout vendre pour se défendre. Mais ils connaissent mal notre histoire, l'histoire de notre peuple. Oui, beaucoup de pays dans le monde ont consenti au fait de vivre le dos courbé et de renoncer à leur souveraineté. Beaucoup de pays vivent ainsi, malheureusement en Europe aussi. Mais la Russie ne vivra jamais dans un tel état d'humiliation. Et la lutte que nous voyons, c'est la lutte pour notre souveraineté, pour l'avenir de notre pays, de nos enfants. Nous nous battrons pour le droit d'être et de rester la Russie. Nous avons l'exemple de nos soldats, de nos officiers fidèles à la patrie. Chers collègues, il est évident que ce qui se produit marque une ligne finale à la domination occidentale sur le plan économique et politique, et met en doute en plus la validité du modèle économique des pays développés qu'ils donnent au monde. Encore une fois, l'obsession sur les sanctions n'est pas participée par les pays qui représentent plus de la moitié de la population du monde. Et ce sont des pays émergents qui aujourd'hui ont des opportunités croissantes, des perspectives. Parmi eux, la Russie. Oui, la période est difficile. Cette campagne économique contre nous, les entreprises sont confrontées à des difficultés inédites. D'abord, c'est notre système bancaire qui a été victime, mais pour l'instant, nos autorités bancaires ont réussi, en travaillant 24 heures sur 24, jour et nuit, arrivent à défendre les biens des citoyens, des entreprises. La vague suivante de sanctions avait pour vœu de semer la panique chez nos entreprises. Des milliards de roubles ont été investis. Les fournisseurs, les entreprises logistiques ont fait le maximum pour éviter des déficits au niveau du commerce de détail. Et je tiens à remercier les entreprises et leurs salariés au secteur bancaire qui, ici en Russie, non seulement réagissent de façon efficace aux sanctions, mais en plus fixent les bases pour la poursuite du développement économique de notre pays. Et je tiens aussi à remercier le gouvernement, la Banque centrale et les autorités régionales. Dans les conditions difficiles que nous connaissons aujourd'hui, vous répondez de façon responsable aux défis. Il est évident que cette blitzkrieg économique contre notre pays a été un échec et nous verrons probablement un renforcement de cette pression sur notre pays. Mais nous surmonterons aussi ces difficultés. L'économie russe va s'adapter à ces nouvelles réalités. Nous allons renforcer notre souveraineté technologique, nous allons augmenter les ressources de soutien à l'agriculture, à l'industrie, au secteur du BTP. Nous poursuivrons le renforcement des relations économiques et commerciales et notre coopération avec les organisations internationales. La structuration économique de notre pays est une tâche difficile, donc il va évidemment du chômage, de l'inflation. Et donc, notre responsabilité de minimiser ces risques, pas seulement en remplissant les obligations sociales de l'État, mais aussi en lançant de nouveaux mécanismes de soutien plus efficaces à la population. Au cœur de cette préoccupation, il y a le soutien à la maternité, à l'enfance,
Vous savez que j'ai pris des décisions à partir du 1er avril d'augmenter les prestations pour les enfants de 8 à 16 ans dans des familles à bas revenus, et cette aide sera entre la moitié et la totalité du minimum vital jusqu'à 12 300 roubles. Et ainsi, nous aurons un système unifié d'allocation et d'indemnité jusqu'à ce que les enfants puissent atteindre l'âge de 18 ans. Et ce système de soutien doit pouvoir être suffisamment flexible pour s'adapter aux différentes situations de vie qui peuvent se produire. Par exemple, des parents perdent leur travail ou perdent leur logement. Donc ici, les structures sociales doivent réagir de façon extrêmement rapide. Donc je demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires de soutien aux personnes qui ont perdu leur travail. Ces programmes de mesures doivent être étendus à tous les domaines de l'activité sociale. Je comprends que ici, l'augmentation des prix porte un coup au pouvoir d'achat des familles. Donc, nous allons augmenter toutes les indemnités, et y compris les pensions de retraite et le niveau minimum vital, ainsi que le salaire minimum officiel. Je demande au gouvernement de calculer les paramètres précis. Et même dans la situation difficile, il faut qu'à la fin de l'année, nous ayons une baisse du niveau de pauvreté. C'est tout à fait réalisable. Même aujourd'hui, je demande au gouvernement et aux régions de travailler dans cet objectif. Donc cela revêt un caractère économique, évidemment, mais il y a ce caractère de justice sociale qui est très important. Beaucoup dépend aujourd'hui de l'initiative des autorités régionales. Et là, c'est une responsabilité que vous avez. Aujourd'hui, je vais signer un oukase sur l'augmentation de ces critères d'aide sociale et de soutien sur le plan économique et social sur la base de la situation réelle sur le terrain. Je rappelle que c'est dans cette logique de suivi que nous avons et qui nous permet de suivre la situation dans les régions au niveau des municipalités que nous avons pu justement travailler contre la menace du coronavirus et aussi au niveau des organes fédéraux de pouvoir. Et je vous prie au niveau fédéral de coordonner ces efforts. Et je demande aux gouverneurs de mettre en place des états-majors de suivi du développement économique et vous, personnellement, d'assurer la gestion de ces états-majors. Ici, c'est une priorité. Il y a un rôle majeur qui est joué ici, c'est les entreprises privées pour que les PME puissent trouver une logistique adaptée, trouver des débouchés sur les marchés, des fournisseurs. Et dans la mesure où ces entreprises pourront trouver des solutions rapides, cela permettra de maintenir l'emploi pour l'ensemble de la population. Et au total, cela permet d'assurer un développement stable et dynamique de l'économie dans un respect maximal des initiatives privées. Et je demande au gouvernement et aux services de l'État qui sont concernés de poursuivre ce travail de lever les barrières administratives présentes de façon à ce que les entreprises comme les autorités régionales puissent être libérées de ces charges administratives. Un des problèmes majeurs aujourd'hui, c'est le déficit en fonds de roulement, des problèmes de crédit. Donc la Banque centrale a été obligée de prendre des mesures difficiles ici, mais je vous demande de prendre les mesures suivantes. Première chose, les entreprises qui respectent, qui honorent des contrats publics doivent bénéficier de fonds plus rapidement pour qu'elles puissent honorer leurs commandes. Et donc, augmenter le volume des avances financières à niveau d'au moins 50% du montant des marchés publics. L'octroi de ces fonds doit se faire en moins de 7 jours.
Cela concerne aussi les entreprises publiques. Deuxième point, nécessaire d'augmenter les opportunités pour les PME de participer de participer au programme de développement de nouvelles technologies avec l'octroi de ressources supplémentaires en matière de développement industriel. Donc on a des instruments qui fonctionnent bien et il faut les renforcer ici spécifiquement pour les PME. En plus, les agences régionales de soutien doivent ici bénéficier, je demande d'aide et je demande au gouvernement justement d'adapter et de développer ces instruments. Il est très important d'assurer le débouché des produits de première nécessité à l'ensemble de la population ainsi que les médicaments et tout le matériel médical, car cela est très important pour l'ensemble de la population. Il est nécessaire aussi d'éviter l'intervention manuelle dans le règlement des questions tarifaires. Il faut qu'on ait ici des mécanismes qui fonctionnent de façon régulière. Il y a la question des exportateurs qui aujourd'hui sont confrontés à des problèmes de débouchés. Donc ici, il faut renforcer le marché intérieur pour compenser les problèmes qu'ils ont rencontrés pour leurs débouchés extérieurs, qu'il s'agit du métal, de l'essence. Et je demande à l'agence fédérale anti-monopole de suivre cette situation. Ensuite, compte tenu des nouveaux défis auxquels est confrontée la Russie, nous devons élargir encore nos programmes de développement à long terme sur le plan fédéral comme sur le plan régional. Nous devons faire intervenir notre système budgétaire comme outil de stimulation pour encourager les projets qui doivent être mis en œuvre ici dans leur volume total. Dès décembre dernier, nous avions décidé d'envoyer des ressources supplémentaires pour soutenir le secteur du BTP. Ce qui me paraît nécessaire de souligner ici, c'est que dans la situation actuelle de difficultés de financement, ces problèmes de financement doivent disparaître au niveau fédéral. Nous avons aujourd'hui un niveau financier suffisant pour s'adapter. Le système bancaire n'aura pas besoin de faire fonctionner la planche à billets. Nous avons des revenus, des recettes qui sont suffisamment importantes. Nous avons des ressources, je le répète encore. Les difficultés aujourd'hui, c'est l'approvisionnement, par exemple, de pièces, de composants qui venaient de l'étranger. Donc aujourd'hui, les délais vont peut-être changer sur certains projets. Il va falloir donc mener un travail d'harmonisation et de développement des substitutions aux importations. Donc ici, les organismes régionaux comme fédéraux ont un travail important ici pour qu'ils puissent agir en toute flexibilité et mettre en place des programmes de soutien. Les régions ont déjà bénéficié de fonds supplémentaires et je demande au gouvernement de travailler au renforcement, à l'augmentation de ces instruments qui aident les infrastructures et aussi d'augmenter les achats auprès des entreprises industrielles russes, notamment sur le plan des transports. Donc ici, il y a des structures en matière de transport à développer. Nous allons indexer ici le budget attribué et nous allons mettre aussi d'autres outils de soutien, notamment en paiement et en report de paiement de crédits commerciaux. Donc il y aura ici des budgets gouvernementaux qui vont se substituer à certains de ces projets. Chaque cas individuel doit être examiné ici avec un résultat qui doit y correspondre. Donc il y a une ligne de crédit aussi à attribuer aux citoyens des régions de Russie avec
un objectif de rendement dans cette année. Donc il faut ici une gestion flexible de tous ces programmes pour qu'ils puissent être réalisés, et j'en ai déjà parlé. Les régions doivent disposer de la possibilité de pouvoir prendre des décisions de façon opérationnelle en faisant le choix des priorités en fonction de ce qui peut être réalisé le plus rapidement possible. Nous examinerons aussi la possibilité d'augmenter les crédits aux infrastructures. Cela est possible et il faut ici suivre de façon détailler tous ces instruments de soutien autant que c'est nécessaire. Je souligne aussi qu'il est important ici d'avoir une communication directe entre tous les niveaux de pouvoir. On a ici un schéma de travail qui doit être suivi. Ça va au niveau du Conseil d'État, il y a des commissions spécialisées. Et je demande à la commission d'administration publique de travailler avec M. Sobyanin et l'ensemble du gouvernement sur ces questions et pour mettre en place des solutions adaptées pour toutes les régions. Nous avons des exemples concrets au moment de la pandémie. Dans cette période de crise, le gouvernement, les entreprises privées, les organes régionaux ont tout ce qu'il faut pour résoudre les difficultés. Tous les objectifs stratégiques nationaux qui ont été fixés à l'horizon 2030 doivent être réalisés. Les défis actuels doivent nous mobiliser. C'est cela que nous devons faire. C'est l'humeur dans laquelle nous devons travailler. Nous devons viser des résultats concrets pour nos citoyens. Il est évident que nous allons devoir compléter nos programmes, faire preuve de plus d'initiatives, inciter les responsables. Et je demande ici de mobiliser les forums d'initiatives privées dans le cadre desquels chaque citoyen russe peut formuler ses propositions, avancer des initiatives pour sa région, pour le pays dans son ensemble. Encore une fois, je le répète, la situation actuelle est une épreuve pour nous, mais je suis convaincu que nous en sortirons vainqueurs en travaillant ensemble de façon opiniâtre. Nous pourrons surmonter toutes ces difficultés comme cela a toujours été le cas dans l'histoire de la Russie, dans l'histoire millénaire de la Russie. Voilà, je veux que vous ayez cet esprit. Nous allons donc maintenant passer aux détails. Monsieur Sobyanin, à vous la parole. Membres du gouvernement et des représentants des autorités régionales et fédérales. Nous nous rencontrons à une époque difficile au moment où nos forces armées mènent une opération spéciale en Ukraine et dans le Donbass. Et je vous rappelle que dès le début, le matin du 24 février, nous avions annoncé officiellement, publiquement, les objectifs de la Russie dans cette mission. C'est aider le peuple du Donbass qui, pendant 8 ans, a été l'objet de blocades, de blocus, de bombardements, d'attentats, et ce qui a provoqué un véritable génocide. Simplement pour le fait qu'ils voulaient que leurs droits élémentaires soient respectés, parler dans la langue de leurs ancêtres, élever leurs enfants tels qu'ils le voulaient. Et les autorités de Kiev non seulement ignoraient et sabotaient la mise en œuvre des accords de Minsk pour régler cette question, mais l'année dernière, publiquement, ils ont même refusé de les mettre en œuvre. Et ils ont activé les démarches d'intégration de l'OTAN avec même la volonté de restaurer une puissance nucléaire. Et cela est une véritable menace à court et à moyen terme pour l'international, parce que si l'Ukraine avait effectivement une arme de destruction massive, elle aurait pu viser la Russie.
en Ukraine et il y avait aussi un réseau de laboratoires chimiques qui mettaient en œuvre des programmes d'expérience et de recherche scientifique sur le choléra, la fièvre porcine, le coronavirus, et le secret de ces laboratoires cherche aujourd'hui à être caché, mais nous avons des renseignements très précis sur le fait qu'à proximité immédiate des frontières de la Fédération de Russie, des armes pouvaient être mises au point et malgré nos avertissements réguliers sur la menace que cela présentait directement pour la police, l'Ukraine et ses protecteurs ont caché cela de façon tout à fait cynique. Ils ont ignoré nos avertissements. Donc, toutes les voies diplomatiques ont été épuisées et nous n'avions plus d'autres solutions pour régler cette situation de façon pacifique. Et ce n'est pas notre faute, mais nous avons été donc contraints d'entreprendre cette opération spéciale et nos troupes ont été envoyées près de Kiev et dans d'autres territoires de l'Ukraine, non pas pour l'envahir, mais dans des objectifs qui ont été clairement énoncés le 24 février. En ce qui concerne la tactique des opérations militaires, et telle qu'elle est présentée par notre état-major et le ministère de la Défense, tous les objectifs sont parfaitement justifiés. Nos soldats, nos officiers font preuve d'héroïsme, ils font tout ce qui est possible pour éviter des pertes dans la population civile des villes ukrainiennes. Et je tiens à dire aussi, pour la première fois, dès le début de cette opération dans le Donbass, les autorités de Kiev, pour éviter une effusion de sang, ont reçu une proposition de retirer leurs troupes. Ils n'ont pas voulu le faire. Donc, c'est leur choix. Quand on prend conscience de ce qui se passe en réalité sur le terrain, on voit que cela est inévitable. Conformément au plan d'opération fixé au préalable, tout se déroule et je dis que l'Ukraine, encouragée par les États-Unis et d'autres pays occidentaux, se préparait à un scénario armé. Elle préparait une épuration massive dans le Donbass et ce n'était qu'une question de temps. Et notre armée a cassé ce plan. Kiev se préparait non seulement à la guerre, mais concrètement contre le Donbass. Et cette guerre était menée. Il veut faire des actes de sabotage et de diversion en Crimée. Et les bombardements des localités dans le Donbass se poursuivaient. Et on sait que presque 14 000 personnes sont mortes pendant ces bombardements en 8 ans, y compris des enfants. Et vous savez qu'un tir de missile a été effectué contre Donetsk le 14 mars et qui a entraîné la mort de plus de 20 personnes. Ces bombardements se poursuivent tous ces derniers jours, indifféremment sur toutes les localités, les villages. Ils agissent comme les nazis qui agissaient dans les dernières semaines du Troisième Reich en attirant le maximum de personnes dans la mort. Donc ce sont non seulement des déclarations mensongères qui sont faites par l'Ukraine qui accuse la Russie d'être responsable du drame du Donbass, mais la presse américaine, la presse européenne a quasiment ignoré ce qui s'est passé à Donetsk. Et c'est avec la même hypocrisie que pendant ces 8 dernières années, ils ont procédé dans le Donbass en bombardant les personnes âgées, les jeunes, et tout cela est absolument inhumain. Et cette persécution contre la population du Donbass ne pouvait plus être supportée. La Russie a reconnu l'indépendance de ces deux républiques du Donbass et a signé avec elles un traité d'amitié et d'assistance.
Et ces pays, ces nouvelles républiques ont demandé une aide militaire que nous avons apportée immédiatement et nous n'avions pas le droit d'agir autrement. Ce que je tiens à souligner ici, j'attire votre attention là-dessus, c'est que si nos troupes avaient opéré uniquement sur le territoire de Donbass, cette solution n'aurait pas été définitive. Cela n'aurait pas éliminé la menace qui se présente pour la Russie. Mais au contraire, je pense que le long de la frontière du Donbass, les bombardements auraient continué. C'est-à-dire que le conflit armé n'aurait fait que se prolonger dans cette hystérie du régime de Kiev. Et je pense que les autorités de Kiev auraient été encore plus agressives. Donc, nous aurions été mis devant le fait accompli que les forces offensives de l'OTAN auraient été juste aux frontières de la Russie. Et pour assurer la sécurité de notre pays, en plus de l'opération spéciale et de tous les objectifs qui ont été fixés, nous assurons la sécurité de la Russie et de notre peuple. Et nous n'admettrons jamais que l'Ukraine puisse servir de base de lancement d'agression contre la Russie. Et c'est essentiel pour la Russie, pour notre avenir, que le statut de neutralité, la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine, et qui sont aujourd'hui au cœur des négociations de paix, se poursuivent. Donc, cette opération se poursuit actuellement et nous cherchons toute possibilité pour préserver la vie des gens. Mais, de nouveau, nous sommes convaincus que le régime de Kiev et ses patrons occidentaux qui ont incité cette campagne anti-russe, en réalité, pour eux, le sort de la population ukrainienne leur est absolument indifférent. Les néo-nazis et leurs groupes criminels provoquent aujourd'hui une catastrophe humanitaire et pour nous, il est évident que les patrons occidentaux incitent les autorités de Kiev à poursuivre cette effusion de sang en livrant de nouveau des armes et en apportant aussi une autre aide, en envoyant des mercenaires, des conseillers militaires. Et en plus, il y a aussi tous les instruments de sanctions économiques, industrielles, financières qui sont adressées contre la Russie. Et aujourd'hui, ils provoquent une perte d'emploi, une hausse des prix chez eux-mêmes. Donc, il ne faut pas accuser les autres et rejeter la faute ici sur la Russie. On essaye actuellement de vous convaincre que toutes vos difficultés sont le résultat des actions de la Russie. Ce qu'on vous prend votre argent pour lutter, pour mener cette guerre. C'est faux, parce que les problèmes auxquels sont confrontés des millions de personnes dans les pays occidentaux, ce n'est que le résultat des erreurs, de la myopie des dirigeants occidentaux qui ne respectent pas la vie de leur peuple. Ils sont préoccupés par leur propre réussite. Et les données des organisations internationales montrent que les problèmes sociaux, même dans les pays occidentaux majeurs, ne font que s'aggraver. Il y a un écart un fossé entre les riches et les pauvres, entre les races. La société occidentale s'écroule actuellement. Encore une fois, je le répète, aujourd'hui, le monde souffre des ambitions occidentales, des volontés occidentales de maintenir leur mainmise sur le monde. La mise en place de sanctions, c'est encore une fois une démarche irresponsable à court terme des banques centrales occidentales et en particulier américaines. C'est elles qui sont responsables des inflations, l'augmentation de la précarité, de la pauvreté, des nouveaux flux de migrants. Et une question se pose alors, qui va répondre aujourd'hui pour
toutes les morts dans les pays les plus pauvres qui souffrent de faim, de famine. Encore une fois, c'est un coup porté à l'ensemble des échanges économiques et commerciaux dans le monde. Et l'usage du dollar comme monnaie de réserve et le blocage des actifs met en doute justement la valeur de tous ces actifs, et les États-Unis, les pays occidentaux sont en situation de défaut de paiement vis-à-vis de la Russie. Et ces actifs peuvent être volés tout simplement. Et un certain nombre de personnes ici, et je suis convaincu que c'est ce qui va se passer, les gens vont changer leur valeur sur titre, sur papier, en biens réels, que ce soit de la terre, de l'immobilier, de l'or, etc., pour combler les déficits sur ce marché. J'ajouterais aussi que l'arrestation, la saisie des actifs russes à l'étranger, c'est une leçon pour les entreprises nationales, qu'il n'y a rien de plus sûr que d'investir dans son propre pays. Je l'ai dit à de nombreuses reprises, nous apprécions la position des entreprises occidentales étrangères qui, malgré les pressions éhontées sur elles, continuent à travailler en Russie. Elles bénéficieront d'opportunités supplémentaires. Et nous savons aussi ceux qui, au contraire, sont partis et ont abandonné leurs salariés et se sont dépêchés de récupérer leurs dividendes dans cette campagne anti-russe. Contrairement aux pays occidentaux, nous allons respecter le droit de propriété. Il faut bien comprendre ici que le nouveau paquet de sanctions dirigé contre nous, de toute façon, aurait été prononcé. Notre opération militaire spéciale n'est qu'un prétexte pour ces dirigeants occidentaux. Évidemment, aujourd'hui, c'est concentré autour de cela, mais vous savez que le référendum qui s'était produit d'ailleurs justement jour pour jour, il y a 8 ans en Crimée, et au moment où les habitants de Crimée et de Sébastopol avaient fait leur choix historique. Donc je le répète encore une fois, ici, il ne s'agit que de prétexte dans cette politique de contention, cette politique qui cherche à bloquer la Russie. C'est une stratégie à long terme bien réfléchie. Les dirigeants occidentaux ne le cachent même plus. Ce n'est pas que leurs sanctions soient dirigées contre certaines personnes, certains responsables de notre pays, mais c'est l'ensemble du pays qui est visé pour que chaque citoyen russe en souffre. Et donc ces mesures sont dirigées pour détériorer la vie des habitants de Russie. Donc c'est une guerre politique, technologique, économique. C'est une guerre totale. Et je le répète encore, le beau monde occidental n'est même pas gêné de le dire ouvertement. Donc il y a ici le politiquement correct est mis de côté. On parle de propriété, de droit. Tout cela a été piétiné en quelques heures. Regardez ce qui s'est passé aussi avec les sportifs paralympiques qui ont été brimés. Aujourd'hui, on refuse d'apporter une aide médicale, on prive les gens de travail, on supprime des programmes, la culture russe, la musique russe. Et toutes les masques de décence ont été arrachées des visages occidentaux ici. Donc, ça rappelle directement les pogroms antisémites organisés par les nazis au XXe siècle. Et la politique des pays qui s'étaient alliés à l'Allemagne. Contre la Russie, on a donc une attaque massive aussi sur le plan de la cybersécurité, et on voit ici les réseaux sociaux, les médias occidentaux, dont on voit que la neutralité n'est qu'un mythe. On censure, on publie des fake news
Donc tout cela, c'est du mensonge. Et même un réseau social américain, même ouvertement autorisé la publication de textes incitant à la haine anti-russe. Donc on voit les ressources dont dispose cet empire du mensonge. La Russie va défendre sa position partout. Notre position, elle est claire, elle est transparente. Et de plus en plus de gens écoutent la position de la Russie. Je vous le dis franchement. Après ces déclarations hypocrites faites par l'Occident dit collectif, il y aura une réponse. Ils ne veulent pas qu'une Russie souveraine, forte, puisse vivre, qui suive sa propre politique, qui défende ses intérêts nationaux. Nous nous souvenons très bien comment ils avaient soutenu le séparatisme dans le Caucase du Nord. Comme ils l'ont fait au début des années 2000, une nouvelle fois, ils le montrent. Ils veulent encore une fois user de la même stratégie. Nous transformer en pays faible, attenter à notre intégrité territoriale. À l'époque, ils n'avaient pas réussi. Et ils ne réussiront pas maintenant. Bien entendu, ils vont faire le maximum pour miser sur leur cinquième colonne, sur les traîtres nationaux. C'est ceux qui gagnent de l'argent ici, chez nous, mais qui vivent là-bas. Je ne dis pas qu'ils vivent là-bas au sens géographique, mais dans leur pensée mise en esclavage. Je ne juge pas ceux qui ont des villas à Miami ou sur la Riviera française qui ne peuvent pas se passer de foie gras ou de liberté de genre. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que beaucoup de ceux, parmi eux, qui, dans leur mentalité, sont là-bas et pas ici. Ils ne sont pas avec notre peuple, ils ne sont pas avec la Russie. Et selon eux, c'est là leur, selon eux, appartenance à une race supérieure. Ils sont prêts à vendre leur patrie pour appartenir à cette caste élevée. Il veut être semblable à eux, limité. Mais soit ils ne comprennent pas, soit ils oublient que cette caste supérieure n'a pas besoin d'eux. Ils ne sont que du consommable pour eux, pour porter atteinte à notre peuple. L'Occident collectif cherche à diviser notre société, à jouer sur les pertes militaires, sur les conséquences des sanctions économiques, à provoquer des conflits sociaux pour parvenir à leur but. Donc c'est une destruction de la Russie qu'ils ont entreprise. Mais tout peuple, et surtout le peuple russe, sera toujours distingué des les véritables patriotes des traîtres. Je suis convaincu que cet assainissement de la société ne pourra que renforcer notre pays. Notre solidarité, notre cohésion permettront de répondre à tout défi. Encore une fois, l'Occident collectif cherche à satisfaire uniquement ses intérêts. Il est prêt à tout acheter, à tout vendre pour se défendre. Mais ils connaissent mal notre histoire, l'histoire de notre peuple. Oui, beaucoup de pays dans le monde ont consenti au fait de vivre le dos courbé et de renoncer à leur souveraineté. Beaucoup de pays vivent ainsi, malheureusement en Europe aussi. Mais la Russie ne vivra jamais dans un tel état d'humiliation. Et la lutte que nous voyons, c'est la lutte pour notre souveraineté, pour l'avenir de notre pays, de nos enfants. Nous nous battrons pour le droit d'être et de rester la Russie. Nous avons l'exemple de nos soldats, de nos officiers fidèles à la patrie. Chers collègues, il est évident que ce qui se produit marque une ligne finale à la domination occidentale sur le plan économique et politique, et met en doute en plus
la validité du modèle économique des pays développés qu'ils donnent au monde. Encore une fois, l'obsession sur les sanctions n'est pas participée par les pays qui représentent plus de la moitié de la population du monde. Et ce sont des pays émergents qui aujourd'hui ont des opportunités croissantes, des perspectives. Parmi eux, la Russie. Oui, la période est difficile. Cette campagne économique contre nous, les entreprises sont confrontées à des difficultés inédites. D'abord, c'est notre système bancaire qui a été victime, mais pour l'instant, nos autorités bancaires ont réussi, en travaillant 24 heures sur 24, jour et nuit, arrivent à défendre les biens des citoyens, des entreprises. La vague suivante de sanctions avait pour vœu de semer la panique chez nos entreprises. Des milliards de roubles ont été investis. Les fournisseurs, les entreprises logistiques ont fait le maximum pour éviter des déficits au niveau du commerce de détail. Et je tiens à remercier les entreprises et leurs salariés au secteur bancaire qui, ici en Russie, non seulement réagissent de façon efficace aux sanctions, mais en plus fixent les bases pour la poursuite du développement économique de notre pays. Et je tiens aussi à remercier le gouvernement, la Banque centrale et les autorités régionales. Dans les conditions difficiles que nous connaissons aujourd'hui, vous répondez de façon responsable aux défis. Il est évident que cette blitzkrieg économique contre notre pays a été un échec et nous verrons probablement un renforcement de cette pression sur notre pays. Mais nous surmonterons aussi ces difficultés. L'économie russe va s'adapter à ces nouvelles réalités. Nous allons renforcer notre souveraineté technologique, nous allons augmenter les ressources de soutien à l'agriculture, à l'industrie, au secteur du BTP. Nous poursuivrons le renforcement des relations économiques et commerciales avec et notre coopération avec les organisations internationales. La structuration économique de notre pays est une tâche difficile, donc il va évidemment du chômage, de l'inflation. Et donc, notre responsabilité de minimiser ces risques, pas seulement en remplissant les obligations sociales de l'État, mais aussi en lançant de nouveaux mécanismes de soutien plus efficaces à la population. Au cœur de cette préoccupation, il y a le soutien à la maternité, à l'enfance. Vous savez que j'ai pris des décisions à partir du 1er avril d'augmenter les prestations pour les enfants de 8 à 16 ans dans des familles à bas revenus. Et cette aide sera entre la moitié et la totalité du minimum vital jusqu'à 12 300 roubles. Et ainsi, nous aurons un système unifié d'allocation et d'indemnité jusqu'à ce que les enfants puissent atteindre l'âge de 18 ans. Et ce système de soutien doit pouvoir être suffisamment flexible pour s'adapter aux différentes situations de vie qui peuvent se produire. Par exemple, des parents perdent leur travail ou perdent leur logement. Donc ici, les structures sociales doivent réagir de façon extrêmement rapide. Donc je demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires de soutien aux personnes qui ont perdu leur travail. Ces programmes de mesures doivent être étendus à tous les domaines de l'activité sociale. Je comprends que ici, l'augmentation des prix porte un coup au pouvoir d'achat des familles. Donc, nous allons augmenter toutes les indemnités, et y compris les pensions de retraite et le niveau minimum vital, ainsi que le salaire minimum officiel. Je demande au gouvernement de calculer les paramètres précis. Et même dans la situation difficile, il faut qu'à la fin de l'année, nous ayons une baisse du niveau de pauvreté. C'est tout à fait réalisable. Même aujourd'hui, je demande au gouvernement et aux régions de travailler dans cet objectif.
Donc cela revêt un caractère économique, évidemment, mais il y a ce caractère de justice sociale qui est très important. Beaucoup dépend aujourd'hui de l'initiative des autorités régionales. Et là, c'est une responsabilité que vous avez. Aujourd'hui, je vais signer un oukase sur l'augmentation de ces critères d'aide sociale et de soutien sur le plan économique et social sur la base de la situation réelle sur le terrain. Je rappelle que c'est dans cette logique de suivi que nous avons et qui nous permet de suivre la situation dans les régions au niveau des municipalités que nous avons pu justement travailler contre la menace du coronavirus et aussi au niveau des organes fédéraux de pouvoir. Et je vous prie au niveau fédéral de coordonner ces efforts. Et je demande aux gouverneurs de mettre en place des états-majors de suivi du développement économique et vous, personnellement, d'assurer la gestion de ces états-majors. Ici, c'est une priorité. Il y a un rôle majeur qui est joué ici, c'est les entreprises privées pour que les PME puissent trouver une logistique adaptée, trouver des débouchés sur les marchés, des fournisseurs. Et dans la mesure où ces entreprises pourront trouver des solutions rapides, cela permettra de maintenir l'emploi pour l'ensemble de la population. Et au total, cela permet d'assurer un développement stable et dynamique de l'économie de façon, dans un respect maximal des initiatives privées. Et je demande au gouvernement et aux services de l'État qui sont concernés de poursuivre ce travail de lever les barrières administratives présentes de façon à ce que les entreprises comme les autorités régionales puissent être libérées de ces charges administratives. Un des problèmes majeurs aujourd'hui, c'est le déficit en fonds de roulement, des problèmes de crédit. Donc la Banque centrale a été obligée de prendre des mesures difficiles ici, mais je vous demande de prendre les mesures suivantes. Première chose, les entreprises qui respectent, qui honorent des contrats publics doivent bénéficier de fonds plus rapidement pour qu'elles puissent honorer leurs commandes. Et donc, augmenter le volume des avances financières à niveau d'au moins 50% du montant des marchés publics. L'octroi de ces fonds doit se faire en moins de 7 jours. Cela concerne aussi les entreprises publiques. Deuxième point, nécessaire d'augmenter les opportunités pour les PME de participer de participer au programme de développement de nouvelles technologies avec l'octroi de ressources supplémentaires en matière de développement industriel. Donc on a des instruments qui fonctionnent bien et il faut les renforcer ici spécifiquement pour les PME. En plus, les agences régionales de soutien doivent ici bénéficier, je demande d'aide et je demande au gouvernement justement d'adapter et de développer ces instruments. Il est très important d'assurer le débouché des produits de première nécessité à l'ensemble de la population ainsi que les médicaments et tout le matériel médical, car cela est très important pour l'ensemble de la population. Il est nécessaire aussi d'éviter l'intervention manuelle dans le règlement des questions tarifaires. Il faut qu'on ait ici des mécanismes qui fonctionnent de façon régulière. Il y a la question des exportateurs qui aujourd'hui sont confrontés à des problèmes de débouchés. Donc ici, il faut renforcer le marché intérieur pour compenser les problèmes qu'ils ont rencontrés pour leurs débouchés extérieurs, qu'il s'agit du métal, de l'essence. Et je demande à l'agence fédérale anti-monopole de suivre cette situation. Ensuite,
compte tenu des nouveaux défis auxquels est confrontée la Russie, nous devons élargir encore nos programmes de développement à long terme sur le plan fédéral comme sur le plan régional. Nous devons faire intervenir notre système budgétaire comme outil de stimulation pour encourager les projets qui doivent être mis en œuvre ici dans leur volume total. Dès décembre dernier, nous avions décidé d'envoyer des ressources supplémentaires pour soutenir le secteur du BTP. Ce qui me paraît nécessaire de souligner ici, c'est que dans la situation actuelle de difficultés de financement, ces problèmes de financement doivent disparaître au niveau fédéral. Nous avons aujourd'hui un niveau financier suffisant pour s'adapter. Le système bancaire n'aura pas besoin de faire fonctionner la planche à billets. Nous avons des revenus, des recettes qui sont suffisamment importantes. Nous avons des ressources, je le répète encore. Les difficultés aujourd'hui, c'est l'approvisionnement, par exemple, de pièces, de composants qui venaient de l'étranger. Donc aujourd'hui, les délais vont peut-être changer sur certains projets. Cela, il va falloir donc mener un travail d'harmonisation et de développement des substitutions aux importations. Donc, ici, les organismes régionaux comme fédéraux ont un travail important ici pour qu'ils puissent agir en toute flexibilité et mettre en place des programmes de soutien. Les régions ont déjà bénéficié de fonds supplémentaires et je demande au gouvernement de travailler au renforcement, à l'augmentation de ces instruments qui aident les infrastructures et aussi d'augmenter les achats auprès des entreprises industrielles russes, notamment sur le plan des transports. Donc ici, il y a des structures en matière de transport à développer. Nous allons indexer ici le budget attribué et nous allons mettre aussi d'autres outils de soutien, notamment en paiement et en report de paiement de crédits commerciaux. Donc il y aura ici des budgets gouvernementaux qui vont se substituer à certains de ces projets. Chaque cas individuel doit être examiné ici avec un résultat qui doit y correspondre. Donc il y a une ligne de crédit aussi à attribuer aux citoyens des régions de Russie avec un objectif de rendement dans cette année. Donc il faut ici une gestion flexible de tous ces programmes pour qu'ils puissent être réalisés et j'en ai déjà parlé. Les régions doivent disposer de la possibilité de pouvoir prendre des décisions de façon opérationnelle en faisant le choix des priorités en fonction de ce qui peut être réalisé le plus rapidement possible. Nous examinerons aussi la possibilité d'augmenter les crédits aux infrastructures. Cela est possible et il faut ici suivre de façon détaillée tous ces instruments de soutien autant que c'est nécessaire. Je souligne aussi qu'il est important ici d'avoir une communication directe entre tous les niveaux de pouvoir. On a ici un schéma de travail qui doit être suivi. Ça va au niveau du Conseil d'État, il y a des commissions spécialisées. Et je demande à la commission d'administration publique de travailler avec M. Sobyanin et l'ensemble du gouvernement sur ces questions et pour mettre en place des solutions adaptées pour toutes les régions. Nous avons des exemples concrets au moment de la pandémie. Dans cette période de crise, le gouvernement, les entreprises privées, les organes régionaux ont tout ce qu'il faut pour résoudre les difficultés. Tous les objectifs stratégiques nationaux qui ont été fixés à l'horizon 2030 doivent être réalisés. Les défis actuels doivent nous mobiliser.
C'est cela que nous devons faire. C'est l'humeur dans laquelle nous devons travailler. Nous devons viser des résultats concrets pour nos citoyens. Il est évident que nous allons devoir compléter nos programmes, faire preuve de plus d'initiatives, inciter les responsables. Et je demande ici de mobiliser les forums d'initiatives privées dans le cadre desquels chaque citoyen russe peut formuler ses propositions, avancer des initiatives pour sa région, pour le pays dans son ensemble. Encore une fois, je le répète, la situation actuelle est une épreuve pour nous, mais je suis convaincu que nous en sortirons vainqueurs en travaillant ensemble de façon opiniâtre. Nous pourrons surmonter toutes ces difficultés comme cela a toujours été le cas dans l'histoire de la Russie, dans l'histoire millénaire de la Russie. Voilà, je veux que vous ayez cet esprit. Nous allons donc maintenant passer aux détails. Monsieur Sobyanin, à vous la parole. Membres du gouvernement et des représentants des autorités régionales et fédérales. Nous nous rencontrons à une époque difficile au moment où nos forces armées mènent une opération spéciale en Ukraine et dans le Donbass. Je vous rappelle que dès le début, le matin du 24 février, nous avions annoncé officiellement, publiquement, les objectifs de la Russie dans cette mission. C'est aider le peuple du Donbass qui, pendant 8 ans, a été l'objet de blocades, de blocus, de bombardements, d'attentats, et ce qui a provoqué un véritable génocide. Simplement pour le fait qu'ils voulaient que leurs droits élémentaires soient respectés, parler dans la langue de leurs ancêtres, élever leurs enfants tels qu'ils le voulaient. Et les autorités de Kiev non seulement ignoraient et sabotaient la mise en œuvre des accords de Minsk pour régler cette question, mais l'année dernière, publiquement, ils ont même refusé de les mettre en œuvre. Et ils ont activé les démarches d'intégration de l'OTAN avec même la volonté de restaurer une puissance nucléaire. Et cela est une véritable menace à court et à moyen terme pour l'international, parce que si l'Ukraine avait effectivement une arme de destruction massive, elle aurait pu viser la Russie. En Ukraine, il y avait aussi un réseau de laboratoires chimiques qui mettaient en œuvre des programmes d'expérience et de recherche scientifique sur le choléra, la fièvre porcine, le coronavirus, et le secret de ces laboratoires cherche aujourd'hui à être caché, mais nous avons des renseignements très précis sur le fait qu'à proximité immédiate des frontières de la Fédération de Russie, des armes pouvaient être mises au point, et malgré nos avertissements réguliers sur la menace que cela présentait directement pour la police, l'Ukraine et ses protecteurs ont caché cela de façon tout à fait cynique. Ils ont ignoré nos avertissements. Donc, toutes les voies diplomatiques ont été épuisées et nous n'avions plus d'autre solution pour régler cette situation de façon pacifique. Et ce n'est pas notre faute, mais nous avons été donc contraints d'entreprendre cette opération spéciale et nos troupes ont été envoyées près de Kiev et dans d'autres territoires de l'Ukraine, non pas pour l'envahir, mais dans des objectifs qui ont été clairement énoncés le 24 février.
En ce qui concerne la tactique des opérations militaires, et telle qu'elle est présentée par notre état-major et le ministère de la Défense, tous les objectifs sont parfaitement justifiés. Nos soldats, nos officiers font preuve d'héroïsme, ils font tout ce qui est possible pour éviter des pertes dans la population civile des villes ukrainiennes. Et je tiens à dire aussi, pour la première fois, dès le début de cette opération dans le Donbass, les autorités de Kiev, pour éviter une effusion de sang, ont reçu une proposition de retirer leurs troupes. Ils n'ont pas voulu le faire. Donc, c'est leur choix. Quand on prend conscience de ce qui se passe en réalité sur le terrain, on voit que cela est inévitable. Conformément au plan d'opération fixé au préalable, tout se déroule et je dis que l'Ukraine, encouragée par les États-Unis et d'autres pays occidentaux, se préparait à un scénario armé. Elle préparait une épuration massive dans le Donbass et ce n'était qu'une question de temps. Et notre armée a cassé ce plan. Kiev se préparait non seulement à la guerre, mais concrètement contre le Donbass. Et cette guerre était menée. Il veut faire des actes de sabotage et de diversion en Crimée. Et les bombardements des localités dans le Donbass se poursuivaient. Et on sait que presque 14 000 personnes sont mortes pendant ces bombardements en 8 ans, y compris des enfants. Et vous savez qu'un tir de missile a été effectué contre Donetsk le 14 mars et qui a entraîné la mort de plus de 20 personnes. Ces bombardements se poursuivent tous ces derniers jours, indifféremment sur toutes les localités, les villages. Ils agissent comme les nazis qui agissaient dans les dernières semaines du Troisième Reich en attirant le maximum de personnes dans la mort. Donc ce sont non seulement des déclarations mensongères qui sont faites par l'Ukraine qui accuse la Russie d'être responsable du drame du Donbass, mais la presse américaine, la presse européenne a quasiment ignoré ce qui s'est passé à Donetsk. Et c'est avec la même hypocrisie que pendant ces 8 dernières années, ils ont procédé dans le Donbass en bombardant les personnes âgées, les jeunes, et tout cela est absolument inhumain. Et cette persécution contre la population du Donbass ne pouvait plus être supportée. La Russie a reconnu l'indépendance de ces deux républiques du Donbass et a signé avec elles un traité d'amitié et d'assistance. Et ces pays, ces nouvelles républiques ont demandé une aide militaire que nous avons apportée immédiatement et nous n'avions pas le droit d'agir autrement. Ce que je tiens à souligner ici, j'attire votre attention là-dessus, c'est que si nos troupes avaient opéré uniquement sur le territoire de Donbass, cette solution n'aurait pas été définitive, cela n'aurait pas éliminé la menace qui se présente pour la Russie. Mais au contraire, je pense que le long de la frontière du Donbass, les bombardements auraient continué. C'est-à-dire que le conflit armé n'aurait fait que se prolonger dans cette hystérie du régime de Kiev. Et je pense que les autorités de Kiev auraient été encore plus agressives. Donc, nous aurions été mis devant le fait accompli que les forces offensive de l'OTAN aurait été juste aux frontières de la Russie. Et pour assurer la sécurité de notre pays, en plus de l'opération spéciale et de tous les objectifs qui ont été fixés, nous assurons la sécurité de la Russie et de notre peuple. Et nous n'admettrons jamais que l'Ukraine puisse servir de base de lancement d'agression contre la Russie. Et c'est essentiel pour la Russie, pour notre avenir, que le statut de neutralité, la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine, et qui sont aujourd'hui au cœur des négociations de paix, se poursuivent.
Donc, cette opération se poursuit actuellement et nous cherchons toute possibilité pour préserver la vie des gens. Mais, de nouveau, nous sommes convaincus que le régime de Kiev et ses patrons occidentaux qui ont incité cette campagne anti-russe, en réalité, pour eux, le sort de la population ukrainienne leur est absolument indifférent. Les néo-nazis et leurs groupes criminels provoquent aujourd'hui une catastrophe humanitaire et pour nous, il est évident que les patrons occidentaux incitent les autorités de Kiev à poursuivre cette effusion de sang en livrant de nouveau des armes et en apportant aussi une autre aide, en envoyant des mercenaires, des conseillers militaires. Et en plus, il y a aussi tous les instruments de sanctions économiques, industrielles, financières qui sont adressés contre la Russie. Et aujourd'hui, il provoque une perte d'emploi, une hausse des prix chez eux-mêmes. Donc, il ne faut pas accuser les autres et rejeter la faute ici sur la Russie. On essaye actuellement de vous convaincre que toutes vos difficultés sont le résultat des actions de la Russie. Ce qu'on vous prend votre argent pour lutter, pour mener cette guerre. C'est faux, parce que les problèmes auxquels sont confrontés des millions de personnes dans les pays occidentaux, ce n'est que le résultat des erreurs, de la myopie des dirigeants occidentaux qui ne respectent pas la vie de leur peuple. Ils sont préoccupés par leur propre réussite. Et les données des organisations internationales montrent que les problèmes sociaux, même dans les pays occidentaux majeurs, ne font que s'aggraver. Il y a un écart un fossé entre les riches et les pauvres, entre les races. La société occidentale s'écroule actuellement. Encore une fois, je le répète, aujourd'hui, le monde souffre des ambitions occidentales, des volontés occidentales de maintenir leur mainmise sur le monde. La mise en place de sanctions, c'est encore une fois une démarche irresponsable à court terme des banques centrales occidentales et en particulier américaines. C'est elles qui sont responsables des inflations, l'augmentation de la précarité, de la pauvreté, des nouveaux flux de migrants. Et une question se pose alors, qui va répondre aujourd'hui pour toutes les morts dans les pays les plus pauvres qui souffrent de faim, de famine? Encore une fois, c'est un coup porté à l'ensemble des échanges économiques et commerciaux dans le monde. Et l'usage du dollar comme monnaie de réserve et le blocage des actifs met en doute justement la valeur de tous ces actifs. Et les États-Unis, les pays occidentaux sont en situation de défaut de paiement vis-à-vis de la Russie. Et ces actifs peuvent être volés tout simplement. Et un certain nombre de personnes ici, et je suis convaincu que c'est ce qui va se passer, les gens vont changer leur valeur sur titre, sur papier, en biens réels, que ce soit de la terre, de l'immobilier, de l'or, etc. Pour combler les déficits sur ce marché. J'ajouterais aussi que l'arrestation, la saisie des actifs russes à l'étranger, c'est une leçon pour les entreprises nationales, qu'il n'y a rien de plus sûr que d'investir dans son propre pays. Je l'ai dit à de nombreuses reprises, nous apprécions la position des entreprises occidentales étrangères qui, malgré les pressions éhontées sur elles, continuent à travailler en Russie. Elles bénéficieront d'opportunités supplémentaires. Et nous
nous savons aussi ceux qui, au contraire, sont partis et ont abandonné leurs salariés et se sont dépêchés de récupérer leurs dividendes dans cette campagne anti-russe. Contrairement aux pays occidentaux, nous allons respecter le droit de propriété. Il faut bien comprendre ici que le nouveau paquet de sanctions dirigé contre nous, de toute façon, aurait été prononcé. Notre opération militaire spéciale n'est qu'un prétexte pour ces dirigeants occidentaux. Évidemment, aujourd'hui, c'est concentré autour de cela, mais vous savez que le référendum qui s'était produit d'ailleurs justement jour pour jour, il y a 8 ans en Crimée, et au moment où les habitants de Crimée et de Sébastopol avaient fait leur choix historique. Donc je le répète encore une fois, ici, il ne s'agit que de prétexte dans cette politique de contention, cette politique qui cherche à bloquer la Russie. C'est une stratégie à long terme bien réfléchie. Les dirigeants occidentaux ne le cachent même plus. Ce n'est pas que leurs sanctions soient dirigées contre certaines personnes, certains responsables de notre pays, mais c'est l'ensemble du pays qui est visé pour que chaque citoyen russe en souffre. Et donc ces mesures sont dirigées pour détériorer la vie des habitants de Russie. Donc c'est une guerre politique, technologique, économique. C'est une guerre totale. Et je le répète encore, le beau monde occidental n'est même pas gêné de le dire ouvertement. Donc il y a ici le politiquement correct est mis de côté. On parle de propriété, de droit. Tout cela a été piétiné en quelques heures. Regardez ce qui s'est passé aussi avec les sportifs paralympiques qui ont été brimés. Aujourd'hui, on refuse d'apporter une aide médicale, on prive les gens de travail, on supprime des programmes, la culture russe, la musique russe. Et toutes les masques de décence ont été arrachées des visages occidentaux ici. Donc, ça rappelle directement les pogroms antisémites organisés par les nazis au XXe siècle. Et la politique des pays qui s'étaient alliés à l'Allemagne. Contre la Russie, on a donc une attaque massive aussi sur le plan de la cybersécurité et on voit ici les réseaux sociaux, les médias occidentaux dont on voit que la neutralité n'est qu'un mythe. On censure, on publie des fake news. Donc tout cela, c'est du mensonge. Et même un réseau social américain, même ouvertement autorisé la publication de textes incitant à la haine anti-russe. Donc on voit les ressources dont dispose cet empire du mensonge. La Russie va défendre sa position partout. Notre position, elle est claire, elle est transparente. Et de plus en plus de gens écoutent la position de la Russie. Je vous le dis franchement. Après ces déclarations hypocrites faites par l'Occident dit collectif, il y aura une réponse. Ils ne veulent pas qu'une Russie souveraine, forte, puisse vivre, qui suive sa propre politique, qui défende ses intérêts nationaux. Nous nous souvenons très bien comment ils avaient soutenu le séparatisme dans le Caucase du Nord. Comme ils l'ont fait au début des années 2000, une nouvelle fois, ils le montrent. Ils veulent encore une fois user de la même stratégie. Nous transformer en pays faible, attenter à notre intégrité territoriale. À l'époque, ils n'avaient pas réussi. Et ils ne réussiront pas maintenant.
Bien entendu, ils vont faire le maximum pour miser sur leur cinquième colonne, sur les traîtres nationaux. C'est ceux qui gagnent de l'argent ici, chez nous, mais qui vivent là-bas. Je ne dis pas qu'ils vivent là-bas au sens géographique, mais dans leur pensée mise en esclavage. Je ne juge pas ceux qui ont des villas à Miami ou sur la Riviera française qui ne peuvent pas se passer de foie gras ou de liberté de genre. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que beaucoup de ceux, parmi eux, qui, dans leur mentalité, sont là-bas et pas ici. Ils ne sont pas avec notre peuple, ils ne sont pas avec la Russie. Et selon eux, c'est là leur, selon eux, appartenance à une race supérieure. Ils sont prêts à vendre leur patrie pour appartenir à cette caste élevée. Il veut être semblable à eux, limité. Mais soit ils ne comprennent pas, soit ils oublient que cette caste supérieure n'a pas besoin d'eux. Ils ne sont que du consommable pour eux, pour porter atteinte à notre peuple. L'Occident collectif cherche à diviser notre société, à jouer sur les pertes militaires, sur les conséquences des sanctions économiques, à provoquer des conflits sociaux pour parvenir à leur but. Donc c'est une destruction de la Russie qu'ils ont entreprise. Mais tout peuple, et surtout le peuple russe, sera toujours distingué des les véritables patriotes des traîtres. Je suis convaincu que cet assainissement de la société ne pourra que renforcer notre pays. Notre solidarité, notre cohésion permettront de répondre à tout défi. Encore une fois, l'Occident collectif cherche à satisfaire uniquement ses intérêts. Il est prêt à tout acheter, à tout vendre pour se défendre. Mais ils connaissent mal notre histoire, l'histoire de notre peuple. Oui, beaucoup de pays dans le monde ont consenti au fait de vivre le dos courbé et de renoncer à leur souveraineté. Beaucoup de pays vivent ainsi, malheureusement en Europe aussi. Mais la Russie ne vivra jamais dans un tel état d'humiliation. Et la lutte que nous voyons, c'est la lutte pour notre souveraineté, pour l'avenir de notre pays, de nos enfants. Nous nous battrons pour le droit d'être et de rester la Russie. Nous avons l'exemple de nos soldats, de nos officiers fidèles à la patrie. Chers collègues, il est évident que ce qui se produit marque une ligne finale à la domination occidentale sur le plan économique et politique et met en doute en plus la validité du modèle économique des pays développés qu'il donne au monde. Encore une fois, l'obsession sur les sanctions n'est pas participée par les pays qui représentent plus de la moitié de la population du monde. Et ce sont des pays émergents qui aujourd'hui ont des opportunités croissantes, des perspectives. Parmi eux, la Russie. Oui, la période est difficile. Cette campagne économique contre nous, les entreprises sont confrontées à des difficultés inédites. D'abord, c'est notre système bancaire qui a été victime, mais pour l'instant, nos autorités bancaires ont réussi, en travaillant 24 heures sur 24, jour et nuit, arrivent à défendre les biens des citoyens, des entreprises. La vague suivante de sanctions avait pour vœu de semer la panique chez nos entreprises. Des milliards de roubles ont été investis. Les fournisseurs, les entreprises logistiques ont fait le maximum pour éviter des déficits au niveau du commerce de détail. Et je tiens à remercier les entreprises et leurs salariés au secteur bancaire qui
ici en Russie, non seulement réagissent de façon efficace aux sanctions, mais en plus fixent les bases pour la poursuite du développement économique de notre pays. Et je tiens aussi à remercier le gouvernement, la Banque centrale et les autorités régionales. Dans les conditions difficiles que nous connaissons aujourd'hui, vous répondez de façon responsable aux défis. Il est évident que cette blitzkrieg économique contre notre pays a été un échec et nous verrons probablement un renforcement de cette pression sur notre pays. Mais nous surmonterons aussi ces difficultés. L'économie russe va s'adapter à ces nouvelles réalités. Nous allons renforcer notre souveraineté technologique, nous allons augmenter les ressources de soutien à l'agriculture, à l'industrie, au secteur du BTP. Nous poursuivrons le renforcement des relations économiques et commerciales avec et notre coopération avec les organisations internationales. La structuration économique de notre pays est une tâche difficile, donc il va évidemment du chômage, de l'inflation. Et donc, notre responsabilité de minimiser ces risques, pas seulement en remplissant les obligations sociales de l'État, mais aussi en lançant de nouveaux mécanismes de soutien plus efficaces à la population. Au cœur de cette préoccupation, il y a le soutien à la maternité, à l'enfance. Vous savez que j'ai pris des décisions à partir du 1er avril d'augmenter les prestations pour les enfants de 8 à 16 ans dans des familles à bas revenus. Et cette aide sera entre la moitié et la totalité du minimum vital jusqu'à 12 300 roubles. Et ainsi, nous aurons un système unifié d'allocation et d'indemnité jusqu'à ce que les enfants puissent atteindre l'âge de 18 ans. Et ce système de soutien doit pouvoir être suffisamment flexible pour s'adapter aux différentes situations de vie qui peuvent se produire. Par exemple, des parents perdent leur travail ou perdent leur logement. Donc ici, les structures sociales doivent réagir de façon extrêmement rapide. Donc je demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires de soutien aux personnes qui ont perdu leur travail. Ces programmes de mesures doivent être étendus à tous les domaines de l'activité sociale. Je comprends que ici, l'augmentation des prix porte un coup au pouvoir d'achat des familles. Donc, nous allons augmenter toutes les indemnités, et y compris les pensions de retraite et le niveau minimum vital, ainsi que le salaire minimum officiel. Je demande au gouvernement de calculer les paramètres précis. Et même dans la situation difficile, il faut qu'à la fin de l'année, nous ayons une baisse du niveau de pauvreté. C'est tout à fait réalisable. Même aujourd'hui, je demande au gouvernement et aux régions de travailler dans cet objectif. Donc cela revêt un caractère économique, évidemment, mais il y a ce caractère de justice sociale qui est très important. Beaucoup dépend aujourd'hui de l'initiative des autorités régionales. Et là, c'est une responsabilité que vous avez. Aujourd'hui, je vais signer un oukaz sur l'augmentation de ces critères d'aide sociale et de soutien sur le plan économique et social sur la base de la situation réelle sur le terrain. Je rappelle que c'est dans cette logique de suivi que nous avons et qui nous permet de suivre la situation dans les régions au niveau des municipalités que nous avons pu justement travailler contre la menace du coronavirus et aussi au niveau des organes fédéraux de pouvoir. Et je vous prie au niveau fédéral de coordonner ces efforts. Et je demande aux gouverneurs de mettre en place des états-majors de suivi du développement économique et vous, personnellement, d'assurer la gestion de ces états-majors. Ici, c'est une priorité. Il y a un rôle majeur qui est joué ici, c'est les entreprises privées pour que les PME puissent trouver une logistique adaptée, trouver des débouchés sur les marchés, des fournisseurs.
Et dans la mesure où ces entreprises pourront trouver des solutions rapides, cela permettra de maintenir l'emploi pour l'ensemble de la population. Et au total, cela permet d'assurer un développement stable et dynamique de l'économie dans un respect maximal des initiatives privées. Et je demande au gouvernement et aux services de l'État qui sont concernés de poursuivre ce travail de lever les barrières administratives présentes de façon à ce que les entreprises comme les autorités régionales puissent être libérées de ces charges administratives. Un des problèmes majeurs aujourd'hui, c'est le déficit en fonds de roulement, des problèmes de crédit. Donc la Banque centrale a été obligée de prendre des mesures difficiles ici, mais je vous demande de prendre les mesures suivantes. Première chose, les entreprises qui respectent, qui honorent des contrats publics doivent bénéficier de fonds plus rapidement pour qu'elles puissent honorer leurs commandes. Et donc, augmenter le volume des avances financières à niveau d'au moins 50% du montant des marchés publics. L'octroi de ces fonds doit se faire en moins de 7 jours. Cela concerne aussi les entreprises publiques. Deuxième point, nécessaire d'augmenter les opportunités pour les PME de participer de participer au programme de développement de nouvelles technologies avec l'octroi de ressources supplémentaires en matière de développement industriel. Donc on a des instruments qui fonctionnent bien et il faut les renforcer ici spécifiquement pour les PME. En plus, les agences régionales de soutien doivent ici bénéficier, je demande d'aide et je demande au gouvernement justement d'adapter et de développer ces instruments. Il est très important d'assurer le débouché des produits de première nécessité à l'ensemble de la population ainsi que les médicaments et tout le matériel médical, car cela est très important pour l'ensemble de la population. Il est nécessaire aussi d'éviter l'intervention manuelle dans le règlement des questions tarifaires. Il faut qu'on ait ici des mécanismes qui fonctionnent de façon régulière. Il y a la question des exportateurs qui aujourd'hui sont confrontés à des problèmes de débouchés. Donc ici, il faut renforcer le marché intérieur pour compenser les problèmes qu'ils ont rencontrés pour leurs débouchés extérieurs, qu'il s'agit du métal, de l'essence. Et je demande à l'agence fédérale anti-monopole de suivre cette situation. Ensuite, compte tenu des nouveaux défis auxquels est confrontée la Russie, nous devons élargir encore nos programmes de développement à long terme, sur le plan fédéral comme sur le plan régional. Nous devons faire intervenir notre système budgétaire comme outil de stimulation pour encourager les projets qui doivent être mis en œuvre ici dans leur volume total. Dès décembre dernier, nous avions décidé d'envoyer des ressources supplémentaires pour soutenir le secteur du BTP. Ce qui me paraît nécessaire de souligner ici, c'est que dans la situation actuelle de difficultés de financement, ces problèmes de financement doivent disparaître au niveau fédéral. Nous avons aujourd'hui un niveau financier suffisant pour s'adapter. Le système bancaire n'aura pas besoin de faire fonctionner la planche à billets. Nous avons des revenus, des recettes qui sont suffisamment importantes. Nous avons des ressources, je le répète encore. Les difficultés aujourd'hui, c'est l'approvisionnement, par exemple, de pièces, de composants qui venaient de l'étranger. Donc aujourd'hui, les délais vont peut-être changer sur certains projets. Il va falloir donc mener un travail d'harmonisation
et de développement des substitutions aux importations. Donc, ici, les organismes régionaux comme fédéraux ont un travail important ici pour qu'ils puissent agir en toute flexibilité et mettre en place des programmes de soutien. Les régions ont déjà bénéficié de fonds supplémentaires et je demande au gouvernement de travailler au renforcement, à l'augmentation de ces instruments qui aident les infrastructures et aussi d'augmenter les achats auprès des entreprises industrielles russes, notamment sur le plan des transports. Donc ici, il y a des structures en matière de transport à développer. Nous allons indexer ici le budget attribué et nous allons mettre aussi d'autres outils de soutien, notamment en paiement et en report de paiement de crédits commerciaux. Donc il y aura ici des budgets gouvernementaux qui vont se substituer à certains de ces projets. Chaque cas individuel doit être examiné ici avec un résultat qui doit y correspondre. Donc il y a une ligne de crédit aussi à attribuer aux citoyens des régions de Russie avec un objectif de rendement dans cette année. Donc il faut ici une gestion flexible de tous ces programmes pour qu'ils puissent être réalisés, et j'en ai déjà parlé. Les régions doivent disposer de la possibilité de pouvoir prendre des décisions de façon opérationnelle en faisant le choix des priorités en fonction de ce qui peut être réalisé le plus rapidement possible. Nous examinerons aussi la possibilité d'augmenter les crédits aux infrastructures. Cela est possible et il faut ici suivre de façon détaillée tous ces instruments de soutien autant que c'est nécessaire. Je souligne aussi qu'il est important ici d'avoir une communication directe entre tous les niveaux de pouvoir. On a ici un schéma de travail qui doit être suivi. Ça va au niveau du Conseil d'État, il y a des commissions spécialisées. Et je demande à la commission d'administration publique de travailler avec M. Sobyanin et l'ensemble du gouvernement sur ces questions et pour mettre en place des solutions adaptées pour toutes les régions. Nous avons des exemples concrets au moment de la pandémie. Dans cette période de crise, le gouvernement, les entreprises privées, les organes régionaux ont tout ce qu'il faut pour résoudre les difficultés. Tous les objectifs stratégiques nationaux qui ont été fixés à l'horizon 2030 doivent être réalisés. Les défis actuels doivent nous mobiliser. C'est cela que nous devons faire. C'est l'humeur dans laquelle nous devons travailler. Nous devons viser des résultats concrets pour nos citoyens. Il est évident que nous allons devoir compléter nos programmes, faire preuve de plus d'initiatives, inciter les responsables. Et je demande ici de mobiliser les forums d'initiatives privées dans le cadre desquels chaque citoyen russe peut formuler ses propositions, avancer des initiatives pour sa région, pour le pays dans son ensemble. Encore une fois, je le répète, la situation actuelle est une épreuve pour nous, mais je suis convaincu que nous en sortirons vainqueurs en travaillant ensemble de façon opiniâtre. Nous pourrons surmonter toutes ces difficultés comme cela a toujours été le cas dans l'histoire de la Russie, dans l'histoire millénaire de la Russie. Voilà, je veux que vous ayez cet esprit. Nous allons donc maintenant passer aux détails. Monsieur Sobyanin, à vous la parole.